À tous, tout le monde est en ligne? Très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire intitulé « Comment bien utiliser la data dans les services clients ». En introduction, je vais rapidement me présenter. Je vais présenter Callnet et puis je vais aussi vous dire quelle est la promesse de ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà, je m'appelle Grégoire Perrin, je suis vice-président de Callnet. Callnet, c'est l'association suisse des centres de contact, l'association fêtière avec siège à Zurich. Mais nous sommes également très présents en Suisse romande. Nos missions, c'est de fédérer les différents acteurs de la branche, la communauté, de les réunir autour d'événements comme celui d'aujourd'hui, de diffuser ainsi les connaissances et l'innovation, mais aussi de proposer plusieurs formations dans le domaine de la relation client. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Callnet, vous pouvez aller sur notre site internet, tout simplement callnet.ch ou me contacter personnellement, grégoire.perrin@callnet.ch. Voilà. Donc aujourd'hui, autour de cette table virtuelle, nous aurons différents intervenants que je remercie d'ores et déjà pour leurs interventions. Nous aurons donc Stéphane Rontet, qui est président de Téléactis. Nous aurons Jean Menvaux, qui est directeur data et AI chez Columbus Consulting. Et nous avons également Caroline Perriard, qui est cofondatrice de la société Stratege. Aujourd'hui, vous êtes là autour du thème, donc, comment bien utiliser la data dans les services clients. Et la promesse de ce webinaire, c'est la suivante. Dans un service client moderne, aujourd'hui, il n'est plus possible de faire l'impasse sur les données. Elles sont indispensables au développement de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais elles soulèvent tout de même des enjeux éthiques et juridiques qui sont des enjeux majeurs. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc autour des thèmes benchmark et tendances autour des données, je vais donner la parole à Jean Menvaux. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons pendant la présentation ou alors en fin de webinaire, puisqu'une partie du temps a été réservée à cet effet. Voilà. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci. Merci Grégoire pour l'introduction. Donc Jean, vous l'avez compris, donc je suis directeur chez Columbus. Donc Columbus, notre métier c'est le conseil. Évidemment, on travaille sur les sujets de transformation, data et IA, alors notamment dans la relation client, mais pas que, et donc en particulier dans les services clients, à la fois sur des sujets de cadrage, de nouveaux usages et nouvelles façons un petit peu de travailler et de mettre en place des nouveaux processus et des nouveaux programmes relationnels jusqu'à donc cette mise en place, l'optimisation et la performance. C'est évidemment des sujets qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose pour démarrer la session, c'est un petit benchmark qu'on a donc réalisé au fil de l'eau. Benchmark assez large en termes de direction de relations clients, puisqu'on a pu consolider un peu les avis input de différents types de secteurs d'activité. Comme vous pouvez le voir, ça va des services financiers en passant par l'énergie jusqu'à la santé. Donc, un benchmark assez large sur les enjeux, les canaux, les modèles d'affaires et ce genre de choses. Donc, évidemment, je ne vais pas tout vous restituer, mais plutôt faire un focus pour aujourd'hui sur ces parties data. Donc, quand on parle de data, on vous propose ici de faire un petit zoom sur 4 aspects importants qu'on a choisis pour vous. Donc, le premier, c'est l'omnicanalité, en quoi la data justement permet de créer cette omnicanalité et l'expérience client qui va derrière. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir donc développer des nouvelles activités, et là, en l'occurrence, l'activité plus commerciale sur un service client. Piloter l'activité en tant que telle, ça c'est évidemment un sujet de fond et qui n'est clairement pas nouveau. Et puis, bien sûr, en 2026, donc on va parler d'IA, je vous rassure. Voilà. Donc, pour démarrer,
L'omnicanalité. Ce qu'on peut en dire en quelques mots. Donc là, vous voyez un petit panorama des acteurs qu'on a pu benchmarker. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, mais on voit évidemment une utilisation qui n'est pas uniforme dans le sens où il n'y a pas de règle pour dire il faut absolument faire ça ou pas faire ça. C'est évidemment chaque marque et chaque annonceur qui va se poser ces bonnes questions en fonction du secteur. Est-ce qu'on est en B2C? Est-ce qu'on est en B2B? Et de se dire finalement quel est le type de relation client que je veux avoir et à partir de là, quels sont les canaux que je vais pouvoir engager. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'omnicanalité du coup? C'est tout simplement le fait que dans l'omnicanalité, on voit plusieurs aspects. Le premier, c'est le premier enjeu quand on développe les canaux, alors on s'en est tous rendu compte, c'est développer des canaux. C'est facile. Ce qui est compliqué, c'est vraiment créer cette omnicanalité, c'est-à-dire pouvoir traiter des sujets sur l'ensemble des canaux. L'exemple classique, c'est un client qui pose une question sur un site web, qui ne trouve pas sa réponse, qui envoie un email et qui finalement décide d'appeler un service client. En fait, l'idée, c'est que ce soit un seul cas et pas 3 cas sur 3 canaux différents. C'est la base, mais ce n'est clairement pas toujours simple à réaliser. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, quand on parle de nouveaux canaux, on se pose toujours aussi la question de la pertinence. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a un vrai besoin par rapport au coût que ça va pouvoir engendrer? Voilà. Et donc, pour nous, ce qui est important dans tout ça, c'est de se dire la data, justement, va être un peu l'élément fondamental pour un peu orchestrer ça, pour que justement, entre ces différents canaux, on ait une vraie logique conversationnelle sur toute la chaîne. Si on passe à la partie développement d'activité, là, on a pris un exemple assez précis pour le coup. On parle d'une banque qui se pose la question de en fait, comment développer l'activité en appel sortant, donc appels commerciaux, vous l'avez compris, sachant qu'on reste sur un centre de contact sur lequel la joignabilité est évidemment un facteur clé. Donc là, on parle de quelque chose qui soit toujours au-dessus des 90%. Alors, comment on fait ça? Alors, évidemment, ce n'est pas un petit parcours. La data n'est pas le seul sujet, mais les points clés, c'est quoi? C'est déjà de pouvoir créer un test et surtout un petit périmètre sur des produits, sur des sujets, sur des ciblages, et aussi avoir des conseillers qui soient réellement choisis, dans le sens qui ont la volonté, qui ont la compétence, sachant qu'évidemment, il y aura de la formation derrière. Et puis, la data aura un vrai rôle justement sur les ciblages et la performance, effectivement, qu'on voit ici. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir développer cette activité. Et dans les sujets de data qui sont importants, qu'on peut voir, par exemple, c'est montrer des choses très précises, par exemple, de comprendre assez rapidement quelles sont les meilleures plages horaires pour cette activité sortante, encore une fois, en fonction des cibles. Quels sont les produits prioritaires, sachant qu'évidemment, tous les produits ne vont pas fonctionner. Et puis, le dernier point, c'est quel est le ciblage et le moyen de communication le plus pertinent. Là, en l'occurrence, on avait eu un très bon retour sur du web callback. C'est un exemple, mais ça montre qu'effectivement, la data, vous l'avez compris dans toute cette partie-là, est un vrai sujet qui permet de développer cette activité qui, tout simplement, n'existait pas au départ. Alors, justement, on parle d'activité, il faut savoir aussi la piloter. Alors, on a tous en tête, quand on parle de pilotage de service client, on parle de résolution, on parle de satisfaction client, qui sont des choses très classiques. Ici, on voulait plutôt faire un focus sur en fait, la complexité que peut avoir un pilotage d'une activité plus large. Typiquement, quand on a un modèle hybride et qui est encore multi-prestataire, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais ça peut arriver, en fait, c'est cette complexité qu'il va falloir travailler. Potentiellement, donc on a des façons des processus qui peuvent être un peu différents. Donc, on va se poser la question de l'application, du CRM et de la data qui est derrière, pour finalement se dire qu'est-ce que je vais être capable de remonter, puisque l'objectif, c'est de pouvoir gérer la capacité, gérer les charges, gérer les plannings. Et du coup, il y a des vrais enjeux pour pouvoir faire des bascules. Et là, la data a un rôle plus que très important dans un modèle qui devient de plus en plus complexe à traiter. Je finis évidemment sur l'IA, donc data en prérequis de l'IA, vous l'avez compris. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est déjà de montrer qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les cas d'usage possibles, mais plutôt donner un peu une direction. Déjà, les cas d'usage et les agents peuvent être très spécialisés par canal. Donc, par exemple, ici, on voit qu'effectivement, un SVI sera plutôt, ou un voicebot va plutôt être sur la partie appel, évidemment, alors qu'on va plutôt vouloir développer des agents conversationnels sur la partie web.
Donc, il y a déjà une spécialisation des agents IA qu'on va pouvoir évidemment poser en fonction du canal. Mais après, rapidement, on a aussi des agents qui vont intervenir sur la suite, sur du routage, évidemment, sur des assistants conseillers multi-canal, enfin, sous-entendu, ils prennent l'ensemble des messages pour pouvoir les traiter, jusqu'à la partie performance et aussi analyse, par exemple, des verbatims en langage naturel, ce genre de choses. Donc, voilà. Vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, l'usage de l'IA est extrêmement large et qu'évidemment, on va pouvoir le déployer un petit peu en fonction des enjeux. Et ce n'est pas un agent qui va tout faire, mais plutôt une multitude d'agents qui vont pouvoir un petit peu se plugger et s'activer. Et donc, ce qu'on vous propose aussi, du coup, c'est que, je vais laisser du coup la parole à Stéphane, prendre quelques exemples un peu plus précis, au-delà un petit peu de cette cartographie et de benchmark, pour que Stéphane nous donne quelques retours aussi de ce point de vue-là. Stéphane ? Oui, bonjour à tous. Je vais rebondir directement sur ce schéma qui est montré. C'est vrai que la révolution qui est en cours dans tout ce qui est lié au service client, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans le service client et la relation client d'une manière générale. Ce que vient d'expliquer Jean est assez symptomatique, en fait, du fait que ça ne se limite pas à l'interface homme-machine, l'utilisation de l'IA, mais qu'il y a vraiment des utilisations sur l'ensemble du parcours que l'on va utiliser pour traiter les demandes d'un client ou les réclamations d'un client quand il s'agit d'un service après-vente. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que tous ces usages de l'IA qui apportent beaucoup de bénéfices en termes de productivité, en termes d'ouverture des plages horaires en 24/7, en termes de rapidité de réponse, en termes de traçabilité également, ne sont possibles que quand on a en effet des bases de données qui sont très performantes. Alors, chez Telactis, je vais vous citer deux exemples concrets qui sont visibles et publics aujourd'hui, sur lesquels on travaille. Le premier, c'est l'aéroport de Genève. Quand on regarde un aéroport, je pense qu'on a tous été dans un aéroport, vous êtes soit un passager, vous allez soit chercher un proche dans cet aéroport. Quelles sont les questions que vous êtes susceptibles de vous poser et sur lesquelles vous allez interroger un service client d'aéroport pour y répondre? Ça va être des questions sur les bagages, la taille des bagages, le poids des bagages, quel est le contenu des bagages, est-ce qu'ils doivent être en soute ou est-ce qu'ils peuvent être dans l'avion même, des problématiques assez particulières et uniques à l'aéroport de Genève avec la frontière avec la France qui fait qu'on va poser beaucoup de questions là-dessus. Vous pouvez être végétarien et vous voudriez savoir les restaurants végétariens qu'il y a à l'aéroport. Et puis, peut-être et surtout, vous allez vous poser des questions sur les heures d'arrivée de votre aéroport. Les agents IA, puisque c'est là dont on parle, savent répondre à toutes ces questions. Le problème, il n'est pas technique. Il va être comment alimenter en données les réponses qu'il faut donner à ces interlocuteurs qui posent ces questions au service client. Donc, on peut répondre avec la technique en plusieurs langues, on peut travailler en 24/7. Donc, la technique proprement dite de l'IA n'est pas le souci aujourd'hui. Le souci, c'est vraiment avoir accès aux informations, aux données pour pouvoir aider les agents IA à répondre efficacement dans le cadre du service client. Et je dirais que dans le cas de l'aéroport de Genève, qui est assez symptomatique, il faut vraiment faire une différence entre deux types de bases de données. Les bases de données qu'on va appeler statiques, qui vont être par exemple les fréquences, les questions les plus fréquentes, ce qu'on appelle les FAQ, des informations qui peuvent figurer sur Google My Business, sur votre site Internet, sont des informations qui ne bougent pas souvent et c'est vous qui les mettez qui les enrichissez. Donc, vous les maîtrisez. Il y a également d'autres types de données qui sont des données de type dynamique. Typiquement, dans un aéroport, le plus évident, ce sont les heures d'arrivée d'avion ou les heures de départ d'avion. Ce sont des informations qui changent en continu. Et donc, il faut pouvoir être capable de brancher l'intelligence artificielle sur ces bases de données dynamiques. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est maintenant, comme je le disais, vraiment au cœur de l'utilisation des nouvelles pratiques des services clients, ne peut fonctionner dans un cas comme celui de l'aéroport de Genève, mais comme dans tous les autres cas,
que s'il y a une base de données enrichie, vivante et bien connectée auquel on puisse avoir accès. Un autre exemple qui est également public aujourd'hui, c'est que nous faisons le service client augmenté du temps, le journal, et ce que l'on constate, c'est que l'accès aux bases de données, essentiellement le CRM des abonnés du journal, nous a permis de travailler en 24/7. Et aujourd'hui, alors que c'était avant la mise en place des agents IA et des connexions avec les bases de données, on ne pouvait travailler que pendant les heures habituelles d'ouverture du service client. Et donc, il y avait 0% d'appels, on va dire, en dehors des heures ouvrées, le week-end, en soirée ou tôt le matin. Aujourd'hui, ça représente plus de 25% des appels qui sont traités grâce à la data et à l'IA en dehors des heures ouvrées. Donc, ça ouvre vraiment un champ de possibilités complètement nouveau, la data dans l'utilisation opérationnelle d'un service client et de la relation client. Je voudrais mettre deux points qu'il ne faut pas oublier quand on parle de data et quand on parle d'IA dans les services clients. Le premier point, c'est véritablement ne pas oublier l'humain. On a trop tendance, je pense, quand on met en place un service client aujourd'hui avec de l'IA, à mettre en opposition l'utilisation de l'IA avec l'utilisation des conseillers clientèle. En fait, l'un est complémentaire de l'autre. Jean a parlé il y a quelques instants d'omnicanalité. Une autre complexité qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous êtes dans un univers où il faut être capable de traiter à la fois des demandes d'humains qui peuvent être assistés ou traités directement par de l'IA. Mais même si c'est le cas, il y aura toujours besoin, dans des cas complexes, avec des notions émotionnelles importantes, ou dans des situations générationnelles, ou bien dans des situations où certains interlocuteurs refusent purement et simplement de parler à de l'IA ou d'être assistés par de l'IA, vous aurez besoin d'avoir des humains, on appelle ça « human in the loop » en anglais, dans votre service client. Là, la deuxième point, et ça va me permettre de faire ma transition avec les aspects, on va dire, plus juridiques et éthiques, c'est que quand vous avez accès, vous donnez accès à l'IA, à des bases de données, une très grande prudence est absolument indispensable. Il y a des cas de figure où il faut être très, très, très vigilant sur les accès que vous donnez à l'IA sur les bases de données et s'assurer que vos bases de connaissances soient véritablement bien silotées. On a eu un cas anecdotique, mais quand même très intéressant, d'IA qui ont été mises en place dans le cadre d'un service client et par de la perméabilité entre les bases de données, pendant quelques heures, en fait, des interlocuteurs extérieurs avaient pu avoir accès à des données sur les personnels et notamment sur les rémunérations de ces personnels dans la société et l'entreprise du client. Donc, la partie, le point de vigilance sur tout ce qui est sécurité des données est absolument indispensable et à prendre en compte dès le départ quand on va travailler sur la data et la mise en place de l'IA dans un service client. Peut-être juste, Stéphane, avant de partir sur la partie juridique, je vois qu'il y a une petite question de Anaïs qui pose les questions sur les KPI, c'est-à-dire on parle de NPS, de CSAT, donc Customer Satisfaction. Est-ce qu'il y a d'autres KPI importants et primordiaux? Alors peut-être rapidement, on pourra en faire un webinaire là-dessus, mais je pense que évidemment tous les indicateurs liés aux clients sont les fondamentaux. On peut rajouter la partie CES, donc Customer Effort Score, qui permet de mesurer la manière dont perçoivent les clients sur des processus processus qu'on leur propose, hein, que ce soit du produit, du service ou peu importe. Et après, par contre, le reste, avec tout ce qu'on vient de se raconter, tout ce qui, typiquement, les temps de résolution ou des temps de traitement, ce genre de choses, en fait, c'est des KPIs qui ont tendance un petit peu à être mis de côté, puisque dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure sur du commercial, évidemment, on ne va plus du tout mesurer un temps d'appel, un temps de traitement, puisque ce qu'on mesure, c'est plutôt de la conversion. Et puis, avec du développement d'IA, on est aussi capable, du coup, de traiter des choses différentes. Donc, finalement, le traitement est moins un sujet, sous-entendu qu'il évolue dans sa configuration. Donc, il faut se poser les bonnes questions, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? Et à partir de là, quels sont les vrais indicateurs qu'on veut poser par rapport aux objectifs qu'on veut avoir sur un centre de contact. Mais je retiens effectivement que tout ce qui est indicateur
clients sont de toute façon les fondamentaux qu'on doit toujours garder en tête. Voilà, je m'arrête là. Ouais, juste un petit point pour rajouter. En effet, toutes les mesures, le NPS, CSAT et CES demeurent importantes. Ce qui change, c'est qu'on avait l'habitude de mesurer, par exemple, les taux de décroché. Tu as mentionné, je crois, 90, 90% il y a quelques instants. En fait, aujourd'hui, on a 99% tout naturellement. Les 1% restants, c'est des problèmes de téléphonie ou télécommunication. Donc, ce n'est plus un indicateur qui est vraiment significatif aujourd'hui. Par contre, il y a des indicateurs qui montrent une certaine forme de réticence des clients ou des prospects à parler à des machines ou parler à des bots. Et donc, il y a des nouveaux KPI comme le taux de ce qu'on appelle le taux de hang-up, c'est-à-dire le taux de raccroché avant la fin du message d'accueil, des éléments comme ça qui sont souvent révélateurs d'une potentielle insatisfaction qui est en train de grandir. Et c'est plutôt ces indicateurs-là qu'il faut surveiller aujourd'hui pour conserver des bons indicateurs de satisfaction client en bout de course. Stéphane, juste, est-ce que tu peux, après nous avoir donné toutes, Jean qui nous a donné des informations très, très intéressantes, Stéphane, tu nous as donné des exemples concrets. Peux-tu résumer en quelques mots quels seraient pour toi les gains concrets en termes de coûts, de productivité ou de satisfaction qu'observent les entreprises qui structurent leur data client, de façon à voir ça en quelques mots? Alors, très concrètement, plus on a une base de connaissances, je vais utiliser le mot base de connaissances plutôt que data pour que vraiment on comprenne bien à quoi ça sert, plus on a une base de connaissances structurée, plus on peut utiliser l'intelligence artificielle en front, c'est-à-dire dans le dialogue direct avec le client ou en assistance. Alors, ça se traduit par quoi? Ça se traduit, des gains économiques parce que ça traduit des gains de productivité. Donc, on peut être plus rapide, on peut être plus présent, etc. Donc, typiquement, on a l'habitude de dire, et c'est un chiffre qu'on retrouve, que la mise en place de l'IA réduit le coût de la transaction d'environ 30%. Alors, c'est une moyenne parce que de temps en temps, ça peut être bien plus que ça ou dans d'autres, ça peut être moins. Mais prenons 30% comme un chiffre de coût par transaction. Mais la surprise, pour être franc, depuis 1 ou 2 ans où on met beaucoup en place de l'IA dans les services clients, avec des bonnes bases de données bien connectées, la surprise, c'est qu'en fait, on améliore les ventes aussi. Parce qu'en travaillant en dehors des heures ouvrées, en permettant aux conseillers humains de passer plus de temps avec les clients auxquels ils sont au téléphone, parce qu'il y a moins de stress, eh bien, on se rend compte qu'on augmente les ventes. Et donc, il y a un gain en termes de vente qui est important dans certains cas, mais qui est réel et qui peut se mesurer. Et sur la plupart de nos clients, je vais rester confidentiel là-dessus, mais sur la plupart de nos clients, on mesure, des gains de productivité, mais également des gains commerciaux qui sont liés, à la mise en place du service client en dehors des heures d'ouverture d'une part, et puis à la possibilité qui est donnée aux conseillers clients de passer plus de temps avec certains clients sans avoir à bâcler, j'ai envie de dire, la conversation. On a des exemples dans le cas du journal Le Temps où maintenant il n'est pas rare que nos conseillers clients passent 50 minutes avec certains clients compliqués, alors qu'avant, le stress aurait fait qu'on n'aurait jamais eu le temps de passer 50 minutes avec certains de ses clients. Merci. Et Jean et Stéphane, en guise de conclusion un peu intermédiaire, est-ce que vous diriez que la tendance réelle de l'usage de l'IA et donc des données dans la relation client, est-ce pour vous un simple gadget, un levier tactique ou une véritable transformation structurelle? Voilà. Je dirais en quelques mots là-dessus que les sujets dont on parle sur la data ne sont pas nouveaux déjà. C'est des sujets qui traînent, entre guillemets, qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que la mise en place des CRM, de processus pour pouvoir capter la donnée. Bref, ce n'est pas des sujets qui datent des années 2025 ou 2026, mais qui sont largement plus anciens. Même sur le schéma qu'on voit à l'écran, le fait de vouloir optimiser la gestion des canaux, le traitement et le reporting, ça a toujours été des choses qui ont
ont existé depuis une vingtaine d'années. La nouveauté, je pense, ces dernières années avec l'IA générative et les agents, c'est par contre le niveau de sophistication qui se cache derrière. Alors, dans ce que disait Stéphane dans les exemples, il y en a plein. Mais par exemple, on remonte, si on doit prendre peut-être un retour d'expérience, et on remonte de plus en plus vers l'interaction et vers les canaux, donc sur la gauche du schéma, sur la capacité à interagir avec les clients et à traiter les choses de manière assez naturelle. Avant, c'était, je pense qu'on l'a tous connu il y a quelques années de ça, où un chatbot n'était pas du tout, le concept était sympathique, mais dans la réalité, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, les agents conversationnels ont une vraie capacité à interagir. Par contre, effectivement, c'est l'histoire d'acceptabilité. Et donc, là, on est plutôt dans un mode de test un peu permanent, de vérifier ce qui fonctionne. Et puis, quand ça fonctionne très bien, on avance. Pour moi, pour résumer, c'est une sophistication qui avance plutôt bien. Et du coup, le test est évidemment une des réponses à ces enjeux-là, de se dire qu'est-ce qu'on est capable de tester, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter en interne et qu'est-ce que aussi, bien sûr, les clients sont prêts aussi à accepter sur certaines transactions. Et plus ce sera simple, mieux ce sera. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça la conclusion de mon côté. Et surtout, c'est de se dire, comme le niveau de sophistication avance, on se rend compte aussi en tant qu'utilisateur de l'IA que cette sophistication avance très vite. Donc, c'est évidemment un marché qui est extrêmement dynamique. Merci, Jean. Stéphane, quelque chose à rajouter rapidement? Non, rapidement, je pense qu'il faut qu'on ait conscience que derrière les annonces des médias sur le côté, peut-être, j'utilise des guillemets un peu magique de l'IA, on se rend compte des angles morts, c'est-à-dire des points qu'il faut vraiment surveiller sur la mise en place de l'IA. Je vais revenir dessus dans 2 secondes. Et puis également sur les bénéfices, c'est-à-dire qu'on découvre de nouveaux bénéfices, on découvre de nouvelles fonctionnalités. Alors, tout ont un point commun que sans utilisation de données, on ne peut pas y arriver. Mais il ne faut encore une fois pas penser que c'est magique et qu'il y a beaucoup d'apprentissage aujourd'hui. La courbe d'apprentissage, elle est loin d'être conclue aujourd'hui. Et je considère notamment, là, on va laisser Caroline parler dans quelques instants, que tous les aspects pratico-pratiques de comment on se connecte à une base de connaissances et quelles sont les limites de ce que l'on peut faire en se connectant sur des bases de connaissances qui ont des données privées et qui sont collectées également, est un sujet qui est encore aujourd'hui un peu flou pour beaucoup de personnes sur quelles sont les conséquences juridiques et réglementaires sur l'utilisation des données. Très bien, merci. Oui, j'aimerais donner la parole à Caroline également. Caroline, j'aimerais te poser une première question en introduction pour ta partie. Quels sont, selon toi, les autres garde-fous à mettre en place qui ne sont pas forcément liés aux aspects marketing? On parle de data, de conformité, d'enjeux juridiques. J'aimerais beaucoup t'écouter sur ces thèmes. Merci Grégoire et aussi merci à Stéphane d'avoir fait le lien. Je rebondis un peu sur ce qu'il a dit et j'utilise la notion de privacy by design qui est un peu le concept qu'on utilise quand on parle des solutions où on veut impliquer que les solutions doivent aussi protéger les données, la confidentialité des données et ça peut-être c'est pas toujours bien compris parce que soit c'est très technique, soit c'est plus juridique et puis voilà c'est une autre paire de manches pour comprendre le concept. Mais j'avais envie de revenir sur 4 enjeux importants aussi quand on décide d'utiliser les outils numériques ou bien collecter la donnée. Un, c'est vraiment la finalité, l'objectif. Qu'est-ce que je collecte et pour quelles raisons? 2, c'est la transparence. Le 3e, ce sont les obligations légales. Et puis, le dernier point que je vais couvrir, c'est la réputation, parce que vos données, ça fait référence à vos clients ou aux individus. Et à la fin, c'est la réputation de votre entreprise que vous allez mettre en avant. Donc, la première partie, c'est le concept de finalité. Dans le droit, on a la possibilité de récolter des données en principe personnelles seulement si on a un objectif, si on sait pourquoi. Ce sera pour répondre à la demande, ce sera pour offrir le service, ce sera pour contacter la personne, faire un suivi, mais on doit vraiment avoir cette finalité.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette finalité, elle peut s'ouvrir à des objectifs compatibles. Et c'est ça aussi qu'une fois qu'on a défini, j'ai cette donnée pour cet objectif, on va se dire, OK, oui, c'est pour suivre l'appel, mais peut-être que je pourrais rajouter une offre, ou je pourrais rajouter une invitation à suivre la newsletter, ou je pourrais faire certaines choses. Donc, c'est hyper important de connaître pourquoi on collecte, et puis après de se dire, est-ce que je peux améliorer en fait ou utiliser ces données dans une certaine limite pour d'autres choses. On va un peu plus loin aussi dans cette collecte. Et puis j'avais envie de prendre un exemple d'analyse des conversations, parce qu'aujourd'hui on va analyser les textes, mais on va analyser les voix par exemple. Et puis ça pourrait poser un problème au niveau du droit ou de la conformité, notamment si on commence à analyser les voix parce qu'on veut reconnaître les émotions. Est-ce que là, on tombe dans cette première finalité qui était d'enregistrer les conversations pour faire le suivi, et puis de faire cette analyse de la voix, pour quelles raisons je la fais? Si on parle d'émotions ou bien d'éléments plus sensibles, on pourrait tomber dans ce qui est la donnée sensible, puis on devrait avoir un consentement. Donc, c'est important un peu d'avoir une cartographie, de se dire, voilà ce que je récolte, voilà mon premier but. Et quand je commence à faire une analyse plus poussée, est-ce que c'est justifié par ce but? Puis après, on arrive à la question de la transparence. En fait, les individus, on l'a vu, ils sont d'accord de partager des données s'ils comprennent pourquoi vous allez l'utiliser. En soi, on est assez ouvert, et en Suisse, je pense que c'est quand même le cas, on est assez ouvert à cet usage de la donnée si c'est transparent, si on ne se dit pas, l'entreprise, elle va juste vendre mes informations ou les utiliser d'une façon qui sont trop intrusives. Et ce que je vois souvent personnellement dans les call centers, c'est noter qu'on va enregistrer la conversation pour des raisons de qualité. Mais est-ce que vous savez ce que c'est la qualité? Qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, si on est plus transparent et puis qu'on dit on va l'enregistrer parce qu'on aimerait faire un bon suivi des appels, on doit former nos équipes, on aimerait nous améliorer, là, on ouvre, je dirais, la porte à des objectifs ou des usages, sans forcément fermer pour des usages compatibles, mais on reste transparent. Et puis c'est là des fois qu'on voit un petit peu le clivage entre mais j'ai besoin de ma notice de confidentialité où je raconte pas grand-chose, ou bien la petite phrase au début de l'appel, mais qu'on va pas plus loin dans cette réflexion, et ça, c'est peut-être aussi un peu dommage. Et puis, un autre point, c'est les obligations légales. Évidemment, on a un cadre juridique avec le RGPD, LALPD, vous connaissez que ce cadre, il s'est renforcé ces dernières années. En Suisse, on parle aussi de concurrence déloyale, donc on ne peut pas non plus utiliser les données pour n'importe quoi, parce qu'on va considérer que c'est déloyal pour les consommateurs ou déloyal par rapport aux concurrents. Donc, il y a aussi cette loi qui s'applique. Et puis, il y a aussi les lois qui sont liées aux télécommunications, donc la loi sur les télécoms en Suisse, qui peut aussi s'appliquer pour certaines infrastructures. Il y en a deux que j'aimerais mentionner au niveau européen, c'est la NIS 2, la directive NIS 2, qui est plus ou moins reprise en Suisse par la loi cyber, qui pourrait s'appliquer, par exemple, si vous êtes un call center qui gère des appels, le numéro 144, donc des appels d'urgence, ou bien si vous traitez des données médicales pour un hôpital pour prendre des rendez-vous. Donc là, vous pouvez aussi tomber sur des lois supplémentaires qui vont mettre des obligations de reporting, de notification, qui ont une incidence sur la donnée, comment vous allez la traiter, comment vous allez la sauvegarder. Un point qu'on a discuté aussi avec les autres panélistes, c'était qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces solutions cloud et puis SaaS? Parce que ça aussi, ça arrive, on parle de l'IA, mais on parle beaucoup quand même de la transformation numérique avec des outils. Le cloud, évidemment, étant une option indispensable. Et là, vous avez aussi besoin de prendre un petit peu de temps pour vous dire, est-ce qu'il y a un transfert des données hors de la Suisse? Est-ce que j'utilise un prestataire peut-être américain? Il y a peut-être des lois américaines qui vont s'appliquer, ou je vais devoir partager mes données par voie d'ordre de tribunal, par exemple.
Après, il faut aussi se poser, est-ce que mes données font partie d'un secteur privilégié, plus sensible, comme la santé, la finance, le secteur public, où là, vous serez aussi imposé par la loi d'avoir, je dirais, un niveau de sécurité ou un niveau de vigilance qui est différent. Donc aussi, si vous êtes un call center et vous avez différents clients, vous n'aurez peut-être pas toujours la même approche sur la gestion des données pour ce client. Et je pense que vous amenez aussi une plus-value en disant, nous, on a compris les enjeux, donc on ne va pas vous vendre n'importe quoi, je pense pas ce qui est fait, mais on ne va pas juste offrir des solutions uniques à tout le monde parce qu'on a compris qu'il y a des enjeux différents selon la sensibilité des données. Puis le dernier point, c'est la réputation qui met longtemps à se construire et qui parfois peut être challengée assez rapidement. Stéphane l'a mentionné, c'est la sécurité et la confidentialité. C'est aussi est-ce que j'ai assez de mesures techniques et organisationnelles avec mon équipe pour protéger ces données? Est-ce que j'ai un plan pour gérer les crises, pour gérer les plaintes? Si quelqu'un dit, ben voilà, vous avez utilisé les données de façon erronée ou bien il y a eu un vol de données. On pourrait prendre un exemple d'un employé qui clique sur un lien, ça installe un ransomware dans vos systèmes. Ben là, vous aurez une obligation d'agir vite, peut-être d'informer les clients, mais vous devrez isoler le système. Vous devrez peut-être informer les autorités qu'il y a eu un accès non autorisé. Et puis, restaurer aussi les données. Est-ce que votre système il est assez robuste pour que vous puissiez restaurer ces données? Et un dernier point qui avait aussi été mentionné, c'est très important de former les employés aux enjeux protection des données et puis peut-être autres réglementations en vigueur, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Donc, c'est cette sensibilité de la confidentialité, elle est en amont, elle n'est pas juste sur la gestion des mots de passe ou bien les pare-feux ou bien un audit tous les 6 mois. Donc, je pense que l'idée aussi que j'ai envie de passer, c'est que cette donnée, elle commence à la source jusqu'à les superbes analyses qu'on va pouvoir en faire et puis le cross-selling, etc. Je peux peut-être rebondir sur les questions qui sont dans le chat. J'en prends peut-être une rapidement sur question sur la gestion des consentements quand effectivement on utilise tout un tas de canaux. En quelques mots, donc effectivement, Caroline a bien expliqué le côté justement d'être transparent vis-à-vis de ses clients, d'expliquer sur chaque canal ce qu'on va faire. Et donc, dans tous les cas, c'est un peu une règle de base. Alors, ce n'est pas que d'un point de vue juridique, d'un point de vue aussi, j'ai envie de dire, marketing. Les taux d'acceptation des consentements sont meilleurs quand on comprend ce qu'on est en train de faire derrière, parce que sinon, on a plutôt tendance à être un petit peu réfractaire. Et quand on ne comprend pas, on a plutôt tendance à refuser. Donc, nous, ce qu'on voit là-dessus, de manière générale sur les consentements, c'est des choses qui se testent. Sous-entendu, il y a un vrai travail marketing derrière sur qu'est-ce qu'on propose au client et comment on l'annonce et qu'est-ce qu'on lui explique et comment on le fait. Alors, évidemment, il y a toujours du juridique derrière, mais ce qui reste important, c'est que le client le comprenne pour l'accepter. Mais là, le principe de base, un petit peu, c'est de finalement maximiser l'opt-in et minimiser l'opt-out. Je m'explique. C'est typiquement un client ou un prospect qui va s'enregistrer à un endroit, par exemple. C'est au moment où on va lui demander son consentement pour tout un tas de choses. C'est là où on va essayer, même en étant précis, de maximiser son enregistrement et son consentement pour qu'on puisse communiquer avec lui. Alors évidemment, il y aura différentes parties, mais on va quand même globalement essayer de l'embarquer sur un maximum d'éléments. Et par contre, quand il va vouloir se désabonner sur une newsletter, sur un SMS, sur peu importe quoi, par contre, de ne pas faire un opt-out global, parce qu'évidemment, si on fait ça, on a un problème après de gestion du contact. On va avoir du mal derrière à tout simplement être capable de rebondir. Donc, l'idée, c'est s'il y a quelqu'un qui se désabonne d'une newsletter, on va quand même le garder sur d'autres canaux, type appel sortant ou autre. Même chose, en étant tout à fait transparent là-dessus, on lui laisse le choix, mais que finalement, on arrive à garder un certain lien. Bon, il y avait aussi une petite question sur les open source. Et sur du on-premise, comme on dit en mauvais français. Donc, oui, c'est possible. La question qui se cache derrière, je pense, c'est la souveraineté. C'est-à-dire de se dire, je ne veux pas forcément rentrer sur du LLM en dehors des frontières, dans un cloud qui est en dehors des frontières.
Aujourd'hui, alors c'est un peu l'extrême qui est posé de mettre de l'open source sur ses propres machines dans ses propres locaux. Il y a évidemment des moyens intermédiaires du type j'ai un cloud que je maîtrise et qui est tout à fait souverain, et pareil avec des modèles open source sur lesquels j'ai aussi une capacité à maîtriser un petit peu mon avenir, on va dire ça comme ça. Et c'est le cas dans des services, dans des secteurs, typiquement les services financiers qui sont régulés, pour prendre que cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Donc ouais, il y a aujourd'hui, on n'est pas limité par la technologie. Il y a évidemment une tendance de fond qui est d'aller sur des technologies américaines, évidemment, mais il y a plein d'autres choses aussi. Donc tout est possible aujourd'hui. Je m'arrête là. Ouais, si je peux rebondir sur cette question de souveraineté, parce qu'on en entend beaucoup parler, je pense que c'est aussi le moment que les entreprises se posent des questions quand elles choisissent un nouveau système. Est-ce que j'ai regardé les alternatives européennes et est-ce que ça peut me convenir aussi au lieu d'avoir cette dépendance à un prestataire? On vient tous du monde, Microsoft, etc. On a grandi là-dedans, mais aujourd'hui, il y a aussi des outils qui sont importants et ça va amener de nouveau une valeur ajoutée par rapport à vos clients finaux. Si vous pouvez leur dire, on a 2 solutions, on sait que vous êtes dans un domaine très sensible, donc pour ce domaine-là, c'est ce qu'on va utiliser. Enfin, ça demande une réflexion, c'est sûr, mais je pense que sur le long terme, on peut l'optimiser comme un avantage concurrentiel. Ouais, puis, Stéphane, un commentaire également? Oui, non, parce que c'est vrai que c'est une question fondamentale, parce que la réalité, c'est que depuis 10-20 ans, il y a eu une tendance au développement du cloud, c'est-à-dire en fait avoir ces données qui étaient partagées sur l'extérieur, et donc c'était le off-premise pour reprendre le contraire. Et on voit que depuis 2 ans, il y a un retour en arrière, je ne vais pas dire en arrière, mais il y a un retour vers des solutions intéressées, ou des clients de plus en plus intéressés par des solutions on-premise, qui sont un peu à l'encontre des stratégies de beaucoup d'éditeurs logiciels américains, je devrais rajouter. Et donc, pour répondre à la question, je crois que c'était Michael, oui, il y a des solutions qui se développent en on-premise, il y a des sociétés qui se développent de plus en plus pour travailler dans les secteurs de la finance et de la santé en particulier, pour être plus proche local. Des sociétés comme Mistral, qui font partie des sociétés qui développent des LLM, on n'en parle pas trop dans le grand public parce que Mistral a clairement fait, par exemple, le choix de travailler de plus en plus sur du on-premise plutôt que du off-premise. Très bien, merci. Je vois que le temps avance. Est-ce qu'on passe directement aux questions des participants? Regardons un peu le chat. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, s'il vous plaît. On les prend très, très volontiers, maintenant ou plus tard. S'il n'y a pas de questions, j'aurais encore juste voulu vous entendre, Caroline, Jean et Stéphane, sur pour savoir quel est votre point de vue sur cette dimension plutôt éthique. Quelles sont, selon vous, les implications éthiques, dirons-nous, liées à l'utilisation des données dans la relation client? J'aimerais beaucoup entendre quelles sont vos perspectives sur ce sujet, s'il vous plaît. Moi, je peux commencer parce que je trouve que c'est une très bonne question. Tout ce qui est protection des données, quand on parle des données personnelles, c'est lié aux droits fondamentaux des gens. Donc, c'est la question de l'éthique. C'est le droit de contrôler avec qui ils les partagent et puis de comprendre si je les donne, moi, je reçois aussi quelque chose en échange et puis que ces données, c'est pas juste une monnaie pour d'autres qui ne me revient pas. Et je pense qu'on est tous assez contents de partager des données parce on aime recevoir des offres personnalités au lieu d'être dans l'univers de tout ce qui est à vendre, par exemple. Mais de nouveau, si chacun de nous réfléchit individuellement à avec qui j'ai envie de partager mes données, on est sur la réputation, sur l'éthique de l'entreprise parce qu'on va lui faire confiance. Donc pour moi, c'est une réflexion, cette éthique qui doit être là toujours, qui doit revenir, qui doit prendre en compte peut-être aussi
les employés plus jeunes, les employés plus âgés, pour dire qu'est-ce que vous mettrez en avant pour notre entreprise, comment vous vous sentez aussi avec cette gestion pour qu'il y ait un peu une cohérence dans la pratique. Bon, ça, c'est un peu le monde idéal du call center que je verrais. Pour rebondir aussi, donc, je pense que les sujets d'éthique au niveau d'une entreprise, c'est plutôt simple, dans le sens où poser des directives sur effectivement comment traiter les données, qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises en tout cas qui n'ont pas posé ces éléments-là au niveau d'une direction et notamment sur une direction relation client où évidemment on va manipuler beaucoup de données clients et donc de données personnelles. Moi, ce que j'observe souvent quand même, c'est plutôt comme on dit, le diable se cache dans les détails. Hein, c'est l'écart entre des directives et finalement ce qui se passe sur le terrain. Sous-entendu, ça peut être tout simplement la directive qui est posée, mais qui n'est pas complètement respectée. Et puis finalement, c'est dans l'usage de la donnée par des agents, par des managers qui ne vont peut-être pas faire exactement ce qui était prévu de faire. Donc, pour moi, il y a beaucoup de sujets autour de justement cette conduite du changement. Pas juste de dire, OK, très bien, on a des directives sur l'éthique et il suffit que les gens les suivent. On va dire que c'est le minimum et je pense que ça existe à peu près partout. Nous, les difficultés qu'on voit, encore une fois, c'est plutôt dans l'exécution de tout ça. S'assurer que les choses soient effectivement réalisées, qu'elles soient effectivement monitorées. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de mettre en place des forteresses autour de ça, mais avoir effectivement quelques éléments, quelques ambassadeurs, quelques points de contact, de points de vérification aussi, des gouvernances, évidemment, même si ce mot-là est un peu toujours compliqué à pousser en interne. Mais c'est souvent là que ça va se jouer entre une entreprise qui se veut éthique et puis finalement, dans sa réalité très opérationnelle, l'est peut-être un peu moins, mais encore une fois, pas forcément de manière très volontaire. Ouais, moi, je pense que par rapport à l'éthique, en fait, il y a toujours eu des bases de données, elles n'étaient pas structurées pareil. Il y avait l'écrivain Umberto Eco, en parlant des réseaux sociaux, il avait dit que avant, quand quelqu'un faisait un commentaire à un café, il y avait les 5-6 personnes autour de lui qui en entendaient parler. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'était la planète entière qui pouvait être au courant du commentaire qu'il faisait, avec les avantages et les inconvénients que ça apporte. Je dirais que pour les données, c'est exactement pareil. Avant, dans les services clients, on avait accès à des données, c'était des classeurs ou des formations qui étaient faites aux conseillers clients, et la diffusion de ces données était finalement très, très restreinte. Avec l'arrivée de l'IA, on a aujourd'hui des données qui peuvent être accessibles en très grand nombre et à plein d'intervenants possibles. Bien sûr, les conseillers clientèle, mais également tous les acteurs de la chaîne de traitement d'une demande client. Donc, oui, le pilotage peut être plus complet, plus rapide, plus étendu, etc. Mais ça pose d'autres problèmes justement à cause de cette extension de l'utilisation possible des données. J'ai donné l'exemple d'accès à des données de rémunération ou des données RH. On a parlé un petit peu des données de santé, des données financières. Il faut être très, très vigilant là-dessus. Et pour moi, les 2 points de vigilance et d'éthique principaux, c'est toujours avoir les humains dans le circuit. On ne pourra pas, contrairement peut-être à certains fantasmes, faire l'impasse de l'humain dans la gestion des données, dans la gestion des services clients, même avec l'arrivée de l'IA. L'IA va être un outil qui va peut-être permettre de le faire mieux, mais vouloir exclure l'humain des interactions dans un service client est une erreur. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA et qu'il ne faut pas utiliser les data, mais simplement bien conjuguer les deux. Et le deuxième sujet de vigilance, c'est ces problématiques de cybersécurité, ces problématiques de souveraineté qui vont devenir de plus en plus prégnants et qu'il faut vraiment tenir et avoir à l'esprit. Il y a une norme qui existe depuis quelques années, qui est la norme ISO 27001, qui permet justement, ou qui oblige, j'ai envie de dire, les fournisseurs de traitement de données à avoir des règles qui vont protéger les utilisateurs après. Et je pense que cette norme
Alors, comme toutes les normes, il faut les présenter et les utiliser derrière, mais cette norme va devenir un standard de plus en plus important dans les centres de services clients, justement à cause des problématiques d'éthique et réglementaires autour de la donnée. Merci beaucoup à vous trois pour vos réponses et vos points de vue sur cette question d'éthique. Je me retourne vers le chat. J'aimerais beaucoup donner la parole, disons, répondre aux questions de nos participants. Je regarde le chat. Ah, on a une question en préparation. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment, c'est l'heure. Nos trois intervenants sont là. Donc, Stéphane Rontet, président de Téléactis, Jean Ménévaux, directeur data et AI de Columbus, et Caroline Perriard, cofondatrice de la société Stratege. On a une question d'Anaïs. Peut-être d'autres cas d'usage de l'IA dans le service client avec des quick wins. Qui est-ce qui veut répondre? Je vais répondre. D'abord, ce que j'ai expliqué avec l'exemple de l'aéroport de Genève, mais c'est également ce qu'on fait avec d'autres clients comme le temps. En fait, toutes les entreprises ont accès à des bases de données qui sont aujourd'hui sous-exploitées et que simplement en découvrant et en structurant ces bases de données, en leur donnant accès, on augmente la capacité de l'utilisation de l'IA et des agents IA, que ce soit en support front ou en support back-office, avec, encore une fois, la grande réserve d'être très, très prudent sur la manière dont on connecte ces bases de données. Mais ça permet d'avoir des nouveaux… par exemple, dans les taux de réponse que l'on a sur les taux de réponse autonomes des agents IA, plus vous branchez des bases de données, plus vous êtes capable en fait de répondre de manière autonome et donc d'avoir ces quick wins dont on parle. Donc typiquement, quand on démarre une affaire, c'est pas rare qu'on ait 15 à 20% uniquement de réponses autonomes pour arriver à 40 ou 50% 6 ou 12 mois plus tard quand on a branché les bonnes bases de données. Donc ça, c'est clairement un point important et qui permet des quick wins. Oui. On a une question de Bettina également, peut-être pour Caroline ou Jean. Quel est selon vous le dilemme éthique le plus sous-estimé dans l'usage de la data au service client aujourd'hui? Le dilemme éthique le plus sous-estimé. Tu veux commencer, Jean? Allez, je t'en prie. Alors, sous-estimé, moi je pense que c'est sur quand même toujours la qualité de la donnée, la source de la donnée, peut-être la classification, d'où vient la donnée, depuis combien de temps je l'ai, est-ce que j'ai le droit de la garder, parce qu'il y a quand même aussi des normes de conservation. Et puis, je ne sais pas si on peut appeler ça un dilemme éthique, mais on n'aime pas effacer. On se dit, ah mince, là, j'ai quand même ma base, je suis pas sûre, mais bon, je vais la garder. Donc, pour moi, c'est quand même ce dilemme de se dire, bon, je l'ai peut-être pas bien nourrie ou soignée, ma base de données, mais ce serait quand même trop dommage de la balancer à la poubelle. Donc, je pense que on sait que la donnée est de l'argent, donc c'est un petit peu comme si vous dites, ah, tous ces efforts, finalement, j'ai envie de… Ouais, j'ai pas envie de les éliminer. Et puis on garde des données qui sont peut-être du coup obsolètes ou qu'on n'a plus le droit de garder. Et puis on s'ouvre peut-être à des plaintes de consommateurs. Alors, je veux dire, en Suisse, on a encore la chance, les gens sont pas belligérants par rapport à la protection de leurs données, mais on pourrait s'ouvrir à des plaintes d'utilisation de données dont le consentement a été échu, par exemple. Pour rebondir là-dessus aussi, je pense que il y a une histoire aussi de sobriété. Alors, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, sur l'IA générative qu'on utilise, donc, et sur les agents IA qu'on déploie, on a plutôt tendance à prendre le maximum de données, le maximum de choses et faire tourner des modèles. Voilà, les LLM, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein.
c'est du large. Donc, plus on en a, mieux on se porte. Et quelque part, il y a souvent des sujets autour de un peu l'éléphant qui vient écraser une mouche, hein, dans le sens où on n'a peut-être pas besoin de tous ces éléments-là pour sortir des modèles. Je reprends mon cas tout à l'heure sur un service client qui veut développer une partie commerciale. Ces activités-là ne sont pas nouvelles non plus. Il y a quelques dizaines d'années, on faisait la même chose avec des données. Par contre, avec des moyens sur l'IA, on était sur l'IA prédictive en l'occurrence, qui étaient beaucoup moins développés. Donc, on avait par contre un vrai besoin de sobriété de données. On utilisait des modèles sur lesquels on était plus au clair sur quelles étaient les données qui permettaient de réagir par rapport à une activité. Et aujourd'hui, il y a plus un problème de traçabilité finalement, de se dire, mais est-ce que le modèle que j'ai utilisé pour prendre cette décision, est-ce que je le maîtrise, quoi? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il était en train de faire et surtout, qu'est-ce qu'il utilise comme données, ce genre de choses? La réponse n'est pas toujours évidente. Quand les choses sont bien faites, tout le monde va dire oui, mais en fait, au fur et à mesure que les agents vont avancer, qui vont se nourrir de données dynamiques, la traçabilité de la donnée et de la décision donc est pas toujours claire. Donc, le paradoxe de la situation, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années, sur des modèles prédictif, on était super au clair sur ces sujets-là, mais on avait beaucoup moins de directives réglementaires. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de capacités à faire. Et donc, on a un petit peu par fainéantise, ou en tout cas par simplement la capacité à faire, on va lâcher un petit peu plus les chevaux technologiques, j'ai envie de dire. Par contre, on maîtrise moins les choses alors qu'on a quand même clairement un devoir de traçabilité, d'explicabilité, finalement, de dire quand on prend une décision via un agent, comment ça fonctionne. Voilà. Ça peut être aussi clairement une dérive que nous, on observe. Et c'est un sujet qui va bouger. Il y a l'IACT qui donne des éléments là-dessus, mais c'est plus un cadre juridique que vraiment des procédures à suivre. Et même en termes d'outils, c'est typiquement un pan de l'activité qui est en train de se développer, mais qui n'est pas du tout mature aujourd'hui. Voilà. Merci Jean. Stéphane, il est midi, on arrive en fin de webinaire. Est-ce que tu as, toi aussi, un dernier message à faire passer avant que je remercie tout le monde? Non, mais le message, d'abord, encore une fois, merci à tous les participants à ce webinaire. Je pense que le message, c'est que l'utilisation de la data est absolument indispensable, et dans vos entreprises respectives, dans nos entreprises respectives, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut avoir une utilisation de la data de plus en plus intensive. Par contre, ce qu'on a essayé de faire passer, je pense, dans ce séminaire, c'est qu'il faut savoir utiliser la data, savoir l'utiliser pour en tirer les bénéfices que vous souhaitez via un service client, mais également savoir l'utiliser en étant respectueux de la loi, mais respectueux tout simplement de vos clients ou vos prospects. Pas simple. Et j'ai envie de dire, on a parlé d'éthique parce que l'éthique va au-delà du réglementaire, et de pouvoir traiter cet aspect de respect de nos clients et de nos prospects grâce à la data également. Très bien, merci. Voilà, on arrive au terme de l'heure de ce webinaire. Caroline, tu confirmes donc les personnes qui sont inscrites aujourd'hui et qui participent à ce webinaire pourront en obtenir un enregistrement, c'est bien juste? C'est ça exactement. Très bien. Et puis, voilà, donc restez bien évidemment au courant des activités donc, de callnet.ch et des différents événements qu'il propose sur notre page LinkedIn, sur notre site Internet. Je remercie chaleureusement donc, Caroline Perriard de la société Stratège pour sa participation aujourd'hui, Jean Ménévaux également de Columbus Consulting et Stéphane Rontet. Chaleureux merci pour votre présence et votre participation. Également à toutes et à tous en ligne aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Et comme je le disais, on n'hésitera pas à reproposer de tels webinaires, de tels événements sur des thèmes intéressants et pleinement d'actualité. Voilà, Jean, Caroline, Stéphane, merci beaucoup. À toutes et à tous. Merci à tous. Un excellent appétit, une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine également. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.